Mais évidemment, eux, on leur a vendu un peu le Airbnb. Ils se retrouvent à avoir beaucoup de boulot. Ils savent pas qu'on peut automatiser. Donc, ils filent ça à quelqu'un d'autre. Puis, ils voient que la renta, c'est plus du tout ce qu'ils avaient mis dans le fichier Excel à la base. C'est pas bon. C'est pas bon. Et c'est une façon de voir les choses que je ne partage pas. Je préfère aller au fond des choses. Quand on fait les choses, on les fait bien. Si vous avez qu'une seule plateforme, et même si ça marche très bien, je m'en fous, je veux pas le savoir, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Parce que si demain, il y a un changement sur Airbnb d'algorithme, vous allez vous retrouver dans l'os. Salut à tous et bienvenue dans le Triplex, le podcast qui va booster ta location courte durée. Je suis Maxime et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Je suis accompagné de Samy. Salut à tous. Et de Nicolas de Smoboo. Salut tout le monde. On va parler d'un outil spécifique à la location courte durée aujourd'hui. On va faire un épisode sur le Channel Manager et on va voir ensemble si c'est vraiment un outil indispensable ou pas. On va regarder ensemble en fait sur tous les aspects du Channel Manager, ce qui peut être fait avec ou sans. Voilà, on va comparer, on va regarder ensemble et on va essayer de vous donner un maximum de clés sur cet outil, vraiment comme je le répète, vraiment spécifique à la location courte durée. Avant de passer à notre épisode, Samy, un petit rappel des bonnes pratiques pour suivre le podcast et ne rien rater. Ah, direct, attends, je vais prendre ma petite affiche comme ça. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter que vous allez retrouver, lien en description de l'épisode. Ça vous permettra d'être notifié de toutes les semaines de l'arrivée de l'épisode de la semaine, voilà. Mais également des bons plans qu'on pourra vous partager. Et notamment du plan qu'on va du coup vous dévoiler dans cet épisode-là. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Et on a également sorti un guide marketing de la location courte durée récemment avec Maxime. Et ben pareil, lien en description si vous souhaitez avoir ce guide marketing. On va vous l'envoyer par mail. Voilà. Ouais, tout est dans la description. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun épisode du Triplex. Allez, on passe à notre épisode. On a le plaisir, et je vais même dire la chance, de recevoir Nicolas, qui travaille chez Smoboo, donc un channel manager. Donc, qui de mieux qu'un pro du channel manager pour parler de cet outil-là. Salut Nicolas. Salut Maxime, salut Samy, merci pour l'invitation et salut à tous les auditeurs qui j'espère sont très nombreux aujourd'hui. J'espère. Est-ce que Nicolas, tu peux rapidement te présenter pour qu'on comprenne bien ce que tu fais et surtout qu'on comprenne pourquoi c'est toi qui viens nous parler d'un channel manager. Eh bien, enchanté. Comme ça. Non, enchanté, merci. Donc je suis Nicolas, j'ai un peu plus de 35 ans et je travaille chez Smoboo depuis voilà, même 36 je crois. 42, non. C'est ma copine qui me fait des grands chiffres derrière. Non, donc voilà, Nico, 35 ans et comment dire, je suis chez Smoboo depuis un petit peu plus de 5 ans maintenant et donc Smoboo, c'est un channel manager c'est une entreprise qui est basée à Berlin. Et j'habitais à l'époque à Berlin, et donc c'est comme ça que j'ai rencontré, que nos chemins se sont croisés. Et à l'époque, l'idée c'était d'avoir quelqu'un qui parlait donc nativement français, donc un natif français qui pourrait être un peu l'homme à tout faire, très basé sur le customer support, donc assistance au client, mais aussi comme on est une petite boîte, faire toute la correction marketing, faire tout ce qui peut être aux alentours du français, ça me retombait dessus. Et comment dire, le courant est très bien passé, c'est le moins qu'on puisse dire. J'adore cette industrie et donc en fait, j'ai un petit peu pivoté dans la boîte et aujourd'hui je me retrouve au partenariat et donc c'est moi qui suis le contact privilégié pour eh bien toutes les applications que vous voyez dans notre place de marché ou même les grands type Booking.com, Airbnb, etc. Et donc ce qui me permet d'avoir une vision très centrée sur notre produit, mais aussi très centrée sur l'industrie, et donc qui permet d'avoir un petit peu ce rôle un peu multifacette. Top. Okay, super. Et là, du coup, tu nous parles d'Uruguay, c'est ça, hein?
Tout à fait. Et j'ai émigré en Amérique du Sud après le Covid. J'avais besoin d'une petite pause et je ne suis en fait jamais revenu. Donc, je voulais faire un petit peu passer un bel été dans l'hémisphère sud et puis je ne suis jamais rentré. Du coup, là, c'est plein hiver chez toi, alors qu'ici, c'est la canicule. Alors, on va commencer par la première partie. Comme tu le sais, moi, je suis. Alors déjà, on dit Smobu et pas Smobu, c'est bien ça. Ouais, tout à fait. En fait, Smobu, du coup, à la base, ça vient de l'abréviation de Smooth Booking. Ouais. Donc, je vais le refaire avec un accent normal, c'est Smooth Booking, ce qui en fait est vraiment notre philosophie, c'est-à-dire faciliter tout ce qui va être les réservations, tout ce qui va avoir attrait à vos réservations. Donc smooth de l'anglais qui voudrait dire en gros voilà, un truc sympathique, un truc qui passe crème comme diraient les jeunes. Et donc voilà, l'idée c'est ces deux mots ensemble. Donc évidemment comme ça vient de booking, et bien c'est smoobu et pas smoobu. Après je les ai tous entendus au fil des âges, donc t'inquiète, on est vaccinés. On est toujours dit smoobu. Les auditeurs le savent, moi je l'utilise depuis maintenant de nombreuses années. Ça fait depuis 2017, je crois, un truc comme ça, ou 2018, je sais plus. Mais en tout cas, j'ai fait 2 channel managers. Moi, c'était le premier, c'était Evivo, au tout début que j'ai lancé mes locations courte durée en 2016, où du coup, ça s'est pas forcément très bien passé, beaucoup de bugs. Et du coup, j'avais découvert Smobu. Via internet directement. Il a chopé le truc. T'as vu c'est mon bout. Et en fait je l'ai plus jamais quitté et je le recommande même à toutes mes connaissances parce qu'en fait c'est vachement simple à utiliser et ce que j'aimais bien, c'est pour ça d'ailleurs qu'on t'a fait aussi venir parce que pour que tu puisses nous expliquer un peu les spécificités d'un channel manager, ce que ça permet de faire et également les erreurs qu'on peut éviter grâce à un channel manager, genre le surbooking par exemple. Là, l'idée de cet épisode, c'est vraiment de se dire, bien sûr, qu'est-ce que fait un channel manager, mais aussi de le comparer pour ceux qui nous écoutent et qui n'en auraient pas, de se dire, ok, bah ça, il y a telle fonctionnalité, comment on peut la mettre en place si on n'a pas de channel. Donc vraiment faire le comparatif et de voir vraiment au-delà de la fonctionnalité le bénéfice qu'on peut avoir avec ou sans, parce que ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas de channel manager vont se dire ouais, bah, je suis un mauvais élève ou quoi que ce soit. En fait, on voit, nous on accompagne via Macom-Imo plein de propriétaires, d'exploitants qui ont des situations différentes. Il y en a avec des channels, il y en a sans. Voilà. Après, ça dépend ses objectifs, ce qu'on a envie de faire, le niveau d'automatisation qu'on veut apporter. Et donc là, c'est ce qu'on va regarder ensemble sur cet aspect-là, parce qu'il y a peut-être des aspects où vous n'avez pas besoin d'un outil, et puis d'autres en fait où c'est peut-être la marche à suivre pour performer. Samy, toi, t'as commencé. T'avais combien de logements quand tu t'as décidé de passer avec un channel? J'en avais 2. 2. Donc en fait, tu vois, parce que j'ai pas mal de personnes qui me disent bah moi j'ai qu'un logement, j'en ai que 2. Est-ce que c'est intéressant, pas intéressant? On va aussi voir là où sur quel point on peut travailler, là où c'est intéressant finalement d'avoir l'outil et là où ça ne l'est pas. Eh ben écoute, je vous propose de passer à cette première partie où on avait dit automatiser chaque étape du parcours voyageur pour gagner du temps et éviter les erreurs. Samy, le premier truc quand on parle de channel manager, c'est quoi pour toi le comment dire, ce à quoi tu fais attention particulièrement justement quand tu vas sur plusieurs plateformes grâce à cet outil? En tant que utilisateur? Ouais, propriétaire. Qu'est-ce que je fais attention? J'ai pas compris la question. Bon, en fait, je voulais t'amener sur le surbooking, mais je vois que tout ce qui est évité, double résa. Ah bah bien sûr, moi en fait moi l'objectif quand moi j'ai pris un channel manager et après Nicolas tu nous expliqueras la principale raison c'était d'éviter le surbooking parce que je l'ai vécu en fait le surbooking quand j'ai pas utilisé de channel manager, j'ai eu un lien ICAL qui s'est pas mis à jour
correctement, en temps et en heure, et j'ai eu 2 réservations qui sont arrivées pratiquement en même temps, et ben je m'en étais même pas rendu compte en fait. Et là, j'avais 2 locataires qui étaient arrivés en même temps. Et là, je me suis dit waouh, il faut que je fasse quelque chose. Voilà. Ouais. Et, C'est voilà. intéressant. Si je peux me permettre, Bien, oui. c'est très souvent le crochet. Ce qui va nous faire récupérer le client là-bas, c'est ça. C'est le channel manager. Et en fait, ça devient, et c'est même l'objectif finalement quand on utilise un outil comme Smoobu, comme le nôtre, c'est que finalement le channel manager demain devienne quasiment pas intéressant. On reste pour la suite des outils. Parce que ça va être les outils qui vont nous permettre d'aller plus loin. Et finalement, le channel manager, ça devient quelque chose de ouais, bon, oui, c'est bien, ça marche, je m'en fous en fait. Et en fait, c'est ça qui est très drôle, c'est que les gens viennent rarement pour autre chose que le channel manager. Quand on check les stats internes, c'est du 80-20. Donc on a bien la loi de Pareto pour ceux qu'on sait en tête vraiment. Et en fait, tout au long de leur activité, si vous leur demandez pourquoi vous restez chez Smoobu, ça va rarement être pour le channel manager. En fait, ça va souvent être pour autre chose dont on va parler. Mais voilà, c'est assez drôle de voir ton expérience parce que c'est typiquement le cas, quoi. Ouais. Pour la gestion de channel comme ça, de canaux de distribution, hein, parce que channel manager c'est plus ni moins que un gestionnaire de canaux. C'est quoi l'alternative quand on n'a pas cet outil-là? Alors techniquement, l'alternative, ça va être de passer, donc comme disait Samy juste avant, ça va être de faire du format ICAL. Le format ICAL, pour que les gens comprennent, c'est un fichier de texte, que chaque partenaire écrit, et puis que en fait l'autre partenaire vient régulièrement à intervalles, ça peut être 15 minutes, ça peut être 20 minutes, ça peut être toutes les heures, il ouvre le fichier texte et puis il regarde les réservations à l'intérieur. Et puis s'il y a des différences, il se met à jour, etc. S'il y a des nouvelles choses, il les ajoute. S'il y a des choses qui ont disparu, il les supprime. Et donc en fait, on est toujours à la merci de ce temps d'intervalle. Donc nous, par exemple, Smoobu, sur les partenaires avec qui on travaille encore en ICAL, où il n'y a pas de connexion directe, nous, on a on check en continu. C'est-à-dire qu'en fait, on va prendre tous nos utilisateurs qui sont connectés, on va tous regarder un par un, et dès que la liste est finie, on repart du début. Et donc comme ça, pour s'assurer que l'intervalle soit le plus court possible. Mais évidemment, si checker toute la liste nous prend 12 minutes, eh bien ça veut dire qu'en gros, il y a ce 12 minutes de laps de temps qui peut être comme tu dis, qui peut être dangereux parce que tu te retrouves à avoir deux réservations. Alors que quand on parle d'une connexion en direct, on est sur de l'instantané, et à l'intérieur de ces connexions en direct, alors je ne vais pas emmerder tout le monde avec des détails techniques, mais il y a des mécanismes aussi qui sont mis en place dans les systèmes API pour en fait prévenir que même si le calendrier a changé entre le temps où l'utilisateur a mis ses dates et le temps où il met sa carte de crédit, on refait des checks, etc. pour s'assurer que la location soit encore bien libre. Donc il y a vraiment beaucoup de sécurité à ce niveau-là qui vous permettent de dormir tranquille. Ça va quasiment au niveau de la seconde. On est en dessous de la seconde. On est dans les millièmes de seconde. Et par exemple, en fait, quand tu vas sur Airbnb et que le client va aller, par exemple, faire une recherche de date, il arrive sur ton logement, Airbnb, avant de te mettre dans la liste des résultats, check avec ton channel manager si t'es libre. Donc il te met, et au moment où le client clique sur je confirmer et payer ou un truc comme ça met une animation Airbnb, ça va peut-être vous faire le 3D Secure, etc. Mais avant de faire le 3D Secure, avant de contacter votre banque, Airbnb nous repasse un coup de fil, on va dire, et nous dit t'es sûr que c'est libre? Et après, nous, si on dit des bêtises, là, après, on se fait cartonner parce qu'Airbnb nous dit attends, on a checké, mais l'idée, c'est vraiment d'avoir des systèmes en fait qui sont un peu du double vitrage, quoi. On check vraiment partout avant de réserver une réservation, parce que pour le propriétaire, c'est l'horreur, mais pour le client final, imaginez, vous arrivez sur votre lieu de vacances, la réservation, il y a déjà quelqu'un dedans. Cool. Ça m'est arrivé, ce genre de truc, et en tant que propriétaire, et c'était ma faute, c'était ma responsabilité. J'ai relogé ces personnes à mes frais. Manque de peau, on était sur un week-end de pont de mai, en plus, je m'en souviens très très bien. Et la seule disponibilité qui restait, c'était dans un hôtel de luxe. Mais il n'y avait pas le choix. Enfin, hôtel de luxe, un hôtel qui
très cher, vraiment très cher, et j'avais pas le choix, j'ai dû les reloger à mes frais. Donc c'est une erreur qui m'a coûté cher. Et l'asynchro, ça correspond, ça concerne uniquement les disponibilités ou ça intègre également d'autres éléments comme les prix, comme Alors, bonne question. Bonne question. Chez nous, en fait, ça va dépendre du canal. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un schéma qui va être à l'identique pour tout le monde. Mais sur les partenaires principaux, oui, ça correspond au prix, ça correspond aux durées de séjour, ça correspond pour les disponibilités, et ça va être aussi sur alors par exemple Booking.com, on va permettre de connecter différents rate plan, alors je sais plus comment on dit en français, et sur Airbnb, on va pouvoir faire même plus de choses, c'est-à-dire pousser des promotions mensuelles, des promotions semainales. Airbnb a ce système de règles. On va pouvoir créer des règles aussi depuis Smoobu, etc. pour gérer ces règles temporaires. Enfin, on peut faire plein de choses. En général, on peut faire plein de choses. Et l'idée, donc là, c'est un petit confidentiel. Nous, on est en train de travailler chez Smoobu pour aussi, avant la fin de l'année, ramener le contenu sur Smoobu. Donc c'est un truc, voilà, ça reste entre nous, les gars. Mais on est en train. Voilà, les gars qui nous écoutent, faites gaffe. Hein. Me cramez pas. Mais en fait, on essaie de faire on est en plein développement ce qu'on appelle le Content Hub, donc qui va être un centre de contenu où en fait vous allez pouvoir aussi mettre vos photos, vos descriptions, tout autour de votre logement pour en fait ensuite pouvoir créer aussi vos annonces et gérer vos annonces aussi depuis Smoobu. Très sincèrement, je pense que ce serait plutôt pour 2026, enfin début 2026 quoi. Ah, c'est vachement bien ça. C'est hyper intéressant. Ouais. Quand on reste dans le cadre de je compare avec un outil et quand j'ai pas d'outil, on est bien d'accord que pour la gestion de tes prix, t'es obligé de le faire plateforme par plateforme, Samy. Bah c'est bien ça en fait alors juste avant ça, revenir sur la synchronisation, en fait, il y a une autre solution également pour éviter du coup de synchroniser deux plateformes, c'est d'en avoir qu'une. Voilà. Ouais. c'est sûr. Voilà, mais c'est vrai que comment, enfin, vous nous connaissez, on prône la professionnalisation de l'activité et clairement d'avoir qu'une seule plateforme, on vous le déconseille aujourd'hui, bien entendu. Mais il y en a beaucoup qui restent sur Airbnb. Hein. Voilà. Mais il y en a beaucoup qui restent que sur une, dont Airbnb. Donc, mais c'est pas bon. Si je peux me permettre là-dessus, juste une aparté là-dessus. Bien sûr. Votre annonce sur Airbnb ou sur Booking, si vous en avez qu'un seul, c'est votre fonds de commerce. C'est vraiment votre fonds de commerce. Si vous avez qu'une seule plateforme, et même si ça marche très bien, je m'en fous, je veux pas le savoir, ne faites pas ça. Parce que si demain, il y a un changement sur Airbnb d'algorithme, par exemple, qui va favoriser les logements, je sais pas, ils veulent prioriser les familles par rapport aux jeunes, et vous avez eu un petit studio qui marche bien chez les jeunes, mais pas chez les familles, vous allez vous retrouver dans l'os. Et le pire, et ce qui risque le plus sincèrement d'arriver, c'est que un jour, vous allez faire une faute, ou deux, ou trois, qui seront peut-être pas forcément de votre volonté. Et Airbnb va dire, ah non, celui-là, ce logement, la qualité a baissé, et on le met en page 2 où il faut scroller un petit peu plus bas pour le trouver, etc. Et en fait, vous perdez tout. Vous perdez tout parce que vous allez peut-être perdre 20% d'occupation juste parce que Airbnb a décidé que finalement vous étiez peut-être pas si compétitif que ça, etc. D'avoir quand même une autre plateforme qui marche, même si ça rapporte que 20-30% des bookings, etc., c'est quand même intéressant parce que ça veut dire que vous êtes quand même présent dans les résultats et que donc vous pouvez jouer un petit peu peut-être avec la variable prix, avec la variable durée de séjour, etc., pour le faire monter et avoir. Mais nous, ce qu'on recommande, c'est vraiment d'avoir au moins 40-40 et 20% de direct, quoi. Ce serait l'espèce d'idéal. Mais en tout cas, d'avoir juste une seule réservation, c'est vraiment confier votre business à Airbnb. Et ensuite, vous êtes plus qu'un sous-traitant Airbnb ou un sous-traitant Booking. Et ça, c'est très, très, très dangereux pour tout le monde, quoi. J'ai failli dire alléluia. Tu vois, pour une fois. Ouais. La messe est dite. Mot de la bouche, hein. C'est exactement ce qu'on dit, hein. T'as très bien résumé. Ouais. Bah, tu vois, ça ne, enfin, moi. On cherchait un troisième membre dans l'équipe, le Trisex. Bon, on l'a trouvé, je crois. Ouais. Non, ça me fait plaisir d'entendre ça de la part vraiment d'un pro du secteur, mais qui est pas côté exploitant, qui est pas dans l'opérationnel pur, parce que je me dis plus on est à le dire et plus ça va rentrer dans les habitudes. Là, les habitudes de se dire tiens, nous c'est pour ça on a reçu Booking.com. Pour nous, c'était très important de les recevoir parce que
dans les personnes qu'on peut côtoyer, c'est une plateforme trop complexe à utiliser. Voilà. C'est les retours qu'on avait, un extranet qui est pas forcément. En fait, quand tu compares la plateforme Airbnb qui est hyper, Samy adore user friendly. C'est ce que je vais dire. Qui est très ergonomique, en fait, qui te mâchouille le travail pour que ce soit le plus simple possible et qui t'intègre tellement d'options. Ouais, puis il y a des petits confettis, il y a des trucs sympas, Voilà, c'est abré. Quand t'arrives sur Booking, ça pique les yeux. T'es sur Minitel, c'est un autre monde, mais ils ont leur cible, ils ont déjà ils sont visibles. Aujourd'hui, ils génèrent tellement de trafic Booking que sans privé, on n'arrive pas à comprendre le pourquoi. Booking est une machine à convertir, en fait. C'est ça c'est-à-dire qu'en fait, l'interface très austère, elle est pensée pour le client final, et c'est une machine à convertir. C'est-à-dire qu'il y a personne aujourd'hui qui convertit autant de trafic que Booking. Donc, comme tu dis, sans passer, c'est incroyable. Je sais, j'ai plus les chiffres en tête, mais c'est complètement fou. Et comment dire, je voulais juste rajouter un truc sur le côté dépendance, c'est-à-dire que chez Smoobu, on a le même problème. Alors c'est pas vraiment un problème, mais on a la même approche et la même philosophie pour nous-mêmes. Et pourquoi on reste toujours très neutre et on veut vraiment pousser tous les canaux de distribution à part égale, et on veut que tout le monde soit vraiment aussi compétitif avec nous. C'est parce que nous aussi, on veut pas que les gens rentrent dans cette espèce d'entonnoir où finalement il y aurait qu'un seul grand gagnant, que ce soit Airbnb, Booking, Vrbo, Expedia, peu importe. Mais voilà, nous aussi, Smoobu, on a cette même engouement pour promouvoir tout le monde, parce qu'on veut éviter qu'il y ait une espèce de situation de dominance qui s'installe et qui soit ensuite très très longue à saper, quoi. Donc nous aussi, on a aussi ce problème de dépendance à un seul canal, et donc voilà, c'est aussi intéressant pour nous de s'assurer que tout le monde fonctionne un peu à la même enseigne, et on fait des actions pour pousser un petit peu tout le monde, quoi. D'ailleurs, restez bien à l'écoute du triplex, parce que on vous prépare. C'est pas encore calé, hein. Pareil, on dévoile des secrets, donc on va espérer que ça tombe pas à l'eau, mais on va essayer de vous avoir une autre plateforme qui n'est pas la principale, qui va venir présenter ses services, qui est moins utilisé en France, moins utilisé en France. Et donc du coup, qui va venir se présenter pour que vous compreniez bien aussi tous les intérêts, tous les avantages qu'il y a. Donc là, on est en train de discuter avec leurs équipes pour caler un épisode. J'espère que ça va se faire, et vous serez au courant, hein, vous verrez l'épisode sortir. Mais l'idée, c'est de vous partager tout ça pour que justement bien comprendre tout l'intérêt d'être multiplateforme, parce que moi qui me place toujours d'un point de vue marketing, chaque plateforme a sa cible de prédilection, on va dire, va avoir aussi un historique, et il faut, en fonction de votre positionnement, en fonction de la cible que vous avez choisie, il faut bien choisir ces plateformes. Et des fois, nous on a eu le cas, hein, c'était avec un client, mais alors ça date, et qui nous disait moi j'ai une clientèle de Portugais. Ils utilisent pas. Il y a une plateforme très spécifique au Portugal qui est utilisée. Et en Chine aussi, il me semble. En Chine aussi, ils ont. Ouais. Si vous c'est d'attraper cette cible-là, faut y aller. Après, je sais par exemple que Booking, là, quand on avait été faire un événement, c'était Discover, nous disait que si vous arrivez à séduire une catégorie de population, par exemple étrangère, c'était une conciergerie qui nous parlait. Moi, j'ai beaucoup de Coréens qui viennent dans mes logements. En fait, c'est parce que l'algo a compris que ça marchait bien avec les personnes qui viennent de Corée. Et du coup, quand des Coréens utilisaient Booking, ils avaient tendance à mettre aussi en avant son annonce plus que d'autres lors des recherches pour des séjours dans sa région, par rapport au tracking. Donc voilà, il faut bien chaque zone a sa spécificité, il faut bien tout regarder. Petit aparté, du coup, par rapport du coup à ce que tu disais, Maxime, sur la partie Booking, extranet compliqué, etc. Le channel manager, lui, va permettre un peu de pallier un peu à tout ça, au final. Alors tout à fait, et surtout qu'en fait, alors Smoobu, on a un avantage incroyable, c'est qu'en fait sur Booking, on a une synchronisation qui se concentre vraiment sur, on choisit son rate plan, comme je vous disais, on synchronise les disponibilités, les prix, les durées de séjour, et c'est à peu près tout. Donc sur Smoobu, ça veut dire qu'on doit être beaucoup sur l'extranet pour tout ce qui va être les restrictions. Par exemple, si vous voulez pas de check-in le lundi, etc., pas de check-out le dimanche, bref. Et
Ça veut dire qu'en fait, Smoobu, nos agents de support sont devenus des pros de l'extranet. Et donc, en fait, c'est un peu cette double casquette où, en fait, les gens nous appellent parce qu'on répond un peu plus vite que Booking.com, on va pas se le cacher. Et en fait, les gens nous appellent pour dire je crois que j'ai un peu fait n'importe quoi, tu peux regarder mon calendrier. Et en fait, nous, depuis le Channel Manager, c'est l'avantage que nous donne Booking, c'est qu'on peut se connecter sur votre compte Booking et venir faire les modifications sur l'extranet. Donc, en fait, moi, quand vous m'appelez et vous me dites, j'ai réussi à vous identifier dans le système, j'ai votre numéro de compte Booking, etc. Et je peux voir votre extranet et je peux faire un petit check-up vite fait, etc. Et quand on a un problème 2, 3, 4 fois, si on n'arrive pas à le résoudre, on dit à Booking, ok, on fait un petit call, on s'appelle, il nous explique, et puis comme ça, nous on passe ça à l'équipe, et comme ça, on sait qu'on pourra le résoudre la prochaine fois. Donc l'avantage aussi d'être avec un channel manager, et ça c'est un truc sur lequel on insiste un peu parce que c'est un peu méta channel manager. C'est pas vraiment pourquoi vous venez chez un channel manager, mais c'est cool de l'avoir. C'est qu'en fait vous avez aussi accès en tant que petit propriétaire à quasiment une ligne directe avec Booking, Airbnb, etc. qui normalement quand vous avez un logement, ce genre de plateforme, et ils s'en foutent un peu, quoi. Ils vont pas vous mettre un account manager, etc., quoi. Le retour qu'on a sur ces plateformes, c'est-à-dire c'est compliqué, surtout Airbnb, là où ils vont mettre en place l'IA pour ne plus avoir de limite, enfin optimiser le traitement des demandes, mais bon, voilà, du coup ça peut être complexe. On a eu ce retour sur Booking qui va avoir un avantage quand même, c'est que pour les conciergeries notamment qui nous écoutent, quand vous avez un certain volume de logements, oui, voilà, mais vous avez des chargés de compte. Ouais, mais c'est toujours intéressant de le savoir parce que, admettons, t'es une conciergerie, t'as 100 logements, de savoir que tu peux potentiellement être suivi par un chargé de compte chez Booking. Si tu le sais pas, tu vas pas aller faire la démarche aussi, tu vois. Alors, je suis d'accord, mais c'est pas la majorité du secteur. Ah non, c'est pas la majorité. Voilà, donc du coup, moi, et d'ailleurs, je savais pas, Nicolas, qu'on pouvait faire ça avec Smoobu. Je sais pas si les autres le font également, hein, mais je savais pas que je pouvais t'appeler. Maintenant que j'ai ton téléphone perso, en plus, ça va être trop bien. Non, moi c'est fini ça, mais t'inquiète, je te redirigerai, tu seras dans non, mais je savais pas que je pouvais appeler une personne de chez Smoobu pour voir un problème avec Booking. Bien sûr, sur l'extranet, pas une réservation avec un locataire, etc. Non, mais voilà, c'est exactement sur des problèmes de calendrier où tu vas dire tiens, je devrais apparaître, j'apparais pas, on peut faire un check-up avec toi, quoi. Ça peut arriver, par exemple, moi personnellement, ça m'est pas arrivé, mais dernièrement, j'ai vu passer sur Instagram une personne que je suis qui avait eu des soucis sur Booking avec l'extranet sur des frais de ménage qui n'avaient pas été prélevés. D'accord. Qui n'avaient pas été prélevés depuis plusieurs réservations auprès des locataires. Et elle a essayé d'expliquer ça à Booking, etc. Ça marchait pas, etc. Et au final, l'affaire s'est réglée longtemps après. D'accord. Peut-être que Smoobu aurait pu régler peut-être l'affaire plus rapidement. Hein. Enfin, je sais pas. Typiquement, c'est le genre de cas où nous, on va pouvoir en fait faire un peu accélérer les choses en mode on a ouvert un ticket avec vous, c'est-à-dire qu'on va ouvrir un ticket au nom du client. Déjà pour savoir ce qui se passe, et puis de deux, si le ticket se tasse, et ce qui peut arriver dans n'importe quel ticket, pour n'importe quel ticket, on va pouvoir aussi aller voir un peu des gens un petit peu au-dessus puis leur dire tu peux aller checker ticket 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour voir s'il n'y a pas moyen d'avoir un petit peu plus d'informations et de faire bouger les choses. C'est là en fait, voilà, vous faites partie de la famille Smoobu et vous avez ce genre d'avantage. Ouais, c'est vachement bien. Ouais, moi je voulais rebondir à un truc par rapport à l'extranet, sur un truc par rapport à l'extranet. Ce qui nous a été remonté quand on a eu la chance d'avoir des infos à Discover, c'est aussi que le channel n'est pas en capacité de remonter toutes les infos qui sont disponibles dans l'extranet. Et tu vois, je trouve quand même que c'est intéressant de conserver cette habitude d'aller checker les datas, notamment qui sont disponibles sur les extranets, notamment de Booking, Airbnb aussi, de quand même s'appuyer sur son channel manager pour toutes les tâches qu'on peut automatiser. Mais quand même, quand on fait une analyse de KPI, par exemple, quand on veut voir, on a un épisode qui arrive spécifiquement sur ces analyses-là, de bien aussi remonter à la source parce que les plateformes sont énormément de data à leur disposition, elles sont en capacité quand même de proposer des choses. Donc de pouvoir aussi aller voir plateforme par plateforme ce qui marche pas pour pouvoir faire des ajustements spécifiques aux plateformes. Ouais, tout à fait. Et ce qui est très sain aussi, c'est d'aller regarder ce que fait la concurrence. Donc ça peut être une bonne routine d'avoir
tous les et au moins une fois par trimestre et peut-être même un peu plus souvent, je dirais, voilà, de se loguer sur Booking, de retourner voir son annonce, peut-être changer un peu les photos, changer l'ordre, regarder ce que fait la concurrence, peut-être changer des mots clés, soit dans le titre ou soit s'assurer que les amenities soient bien en place, etc. Enfin, ces petits check-up de santé, c'est très intéressant et c'est vrai. Allez checker votre extranet, etc. Parce que des fois, on fait des manipulations dont on ne se souvient pas qu'on avait mis une restriction parce que telle vacance, tel truc, machin, on pouvait pas faire un Europe, on avait mis une restriction et puis on se retrouve en fait à avoir bloqué, je sais pas, tous les lundis et on peut plus faire de check-in le lundi. Et donc ça vous a peut-être fait perdre beaucoup de résa potentiels, etc. Donc c'est très intéressant d'aller toujours un petit peu vérifier sur les plateformes comment ça performe pour s'assurer qu'on a tout en place, quoi. C'est l'automatisation, mais quand même aller voir. Samy, allez, je te relance une question. J'espère que tu vas comprendre celle-là. On a dit, ça permet le channel peut automatiser certaines tâches avant le séjour des voyageurs. Pendant le séjour, toi, tu utilises ton channel manager pour automatiser quel type de tâches, par exemple? Le guide voyageur. L'envoi des messages. Alors c'est avant, pendant, hein, voilà. C'est les deux, ça c'est hyper important. Avant un channel manager, tu es obligé d'enregistrer tes messages sur Airbnb. Tu es obligé d'enregistrer tes messages sur Booking. Ton guide voyageur, tu vas soit le faire. Alors tu peux le faire sur Airbnb, il me semble maintenant, mais bon, c'est du texte, c'est pas forcément très pratique. Ou alors tu vas le faire en PDF que tu vas envoyer, mais bon, c'est pas très pratique non plus. Si tu as une autre plateforme avec Booking, bah tu vas devoir faire la même chose sur Booking. Si entre-temps tu as des codes d'accès, des boîtes à clés qui ont été modifiées, n'oublie pas de changer dans les deux sens. Bref, c'est un peu le bazar. Là, le channel manager lui centralise complètement l'affaire. Pas le plus gros frein finalement. On dit d'être multiplateforme, mais finalement, est-ce que c'est pas cette automatisation de messages qui serait le plus gros frein à se dire je vais non, franchement c'était trop long à paramétrer sur Airbnb, je vais pas sur Booking, j'en ai tu vois par exemple, je rebondis sur ce que tu as dit, je l'ai fait pour un de mes clients investisseurs qui a du coup investi sur Poitiers, il l'a mis en location courte durée et je lui ai dit que je l'accompagnerais dans la création de ses annonces parce qu'il savait pas faire, et donc du coup je lui ai automatisé également les messages. Et quand j'ai vu la galère que c'était à faire, enfin, il fallait que je le fasse sur Airbnb, il fallait que je le fasse sur Booking, il fallait que... Oh là là, laisse tomber, hein. Je lui ai conseillé de prendre le Chanel, d'ailleurs, j'ai dit, prends un Chanel. Donc, tu vois, c'est ce que je te disais au début. Enfin, ce que je vous disais, c'est-à-dire que tu viens à la base pour le channel manager pour la synchronisation des disponibilités, et en fait, tu te retrouves à dire, je pourrais plus vivre sans les messages. Et c'est typiquement, c'est ça, l'essence de notre service. Et je dis notre service, mais la concurrence, c'est pareil, hein. Je veux pas être trop partisan, voilà. Mais c'est vraiment ça, quoi. Tu dis après, mais attends, oh là là, les autres, ils font ça comme ça. Et le piège, en fait, c'est que les clients qui font sans le channel manager, ils vont en faire deux choses. Soit ils vont arrêter, ils vont dire non, ça vaut pas le coup, c'est trop de boulot. Soit ils vont le filer à une conciergerie ou / property manager qui va leur coûter beaucoup plus cher qu'un channel manager. Donc ça, après, c'est chacun midi à sa porte. Il faut midi à sa porte, mais c'est le cas. Là, c'est là où on disait, ça va dépendre aussi de tes objectifs, tu vois, parce qu'on voudrait pas se fâcher avec les conciergeries qui nous écoutent, de se dire. Si. Non, mais tu vois, un client qui veut aller chercher de la renta au max qu'il puisse, c'est sûr qu'aller confier son logement à une conciergerie, ça risque d'être compliqué, tu vois, une commission à 25%, c'est quasiment la marge, il va donc, puis alors si la zone est tendue, j'en parle même pas, ou ça risque d'être compliqué, et même pour une conciergerie, se retrouver avec cette typologie de client-là, ça va pas les intéresser parce que elle va être mise sous pression à outrance par le propriétaire qui dit bah non, mais moi je veux de la renta, et au final aucun des deux parties va être intéressé. Donc là, c'est sûr qu'il faut plutôt s'orienter vers la solution où tu vas chercher à gérer au maximum par toi-même, quoi. Ouais.
fais ça là, c'est pour entretenir les bonnes relations avec les conciergeries qui pourraient penser que non, mais c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Et j'ai connu beaucoup. Donc j'ai commencé Smooth en 2020. J'ai connu beaucoup de clients concierges qui ont arrêté. D'ailleurs, Lydie, si tu m'écoutes, je te passe le bonjour. Je lui enverrai l'épisode, comme ça m'écoutera. Et comment dire, parce que justement, comme tu disais, en fait, c'est-à-dire que tu as des propriétaires qui sont très stressés sur la rentabilité. Et en fait, c'est Monsieur Durand avec 2 studios à 80 000 balles à Tours, tu vois. On a envie de lui dire, bon, attends, t'es pas non plus McKinsey, c'est pas BlackRock, quoi, tu vois. Mais évidemment, eux, on leur a vendu un peu le Airbnb. Ils se retrouvent à avoir beaucoup de boulot. Ils savent pas qu'on peut automatiser. Donc, ils filent ça à quelqu'un d'autre. Puis, ils voient que la renta, c'est plus du tout ce qu'ils avaient mis dans le fichier Excel à la base. C'est pas bon. C'est pas bon. Et nous, la raison d'être de Smoobu, c'est de dire, on n'a pas besoin des property managers, on n'a pas besoin des conciergeries, si on est un petit propriétaire. Parce qu'on peut avoir un outil qui est très puissant, qui va coûter très peu cher. À la fin, on se retrouve, on a beaucoup de clients property managers, etc. Donc, on va pas se fâcher avec eux non plus. Mais l'idée, c'est quand même, voilà, de dire aux petits clients, un listing, 2 listings, viens quand même chez nous, parce que tu vas pouvoir économiser beaucoup de temps, qui ensuite vont te permettre, en fait, de faire ce que tu préfères, de faire ce que là où tu es meilleur, quoi. Ouais, non, mais ça c'est clair. En termes d'automatisation, moi ce que j'ai mis en place du coup aussi par rapport à ça, c'est les SMS. Dans le channel manager, en fait, en fonction de celui que vous choisissez, hein, vous avez la possibilité de mettre en place des SMS avec un guide d'accueil par exemple à l'intérieur. Et moi je l'ai fait. Et depuis que je le fais, j'ai plus de soucis de je retrouve comment les informations, c'est envoyé comment, ça c'était horrible. Tu vois, moi qui reprends ma casquette de voyageur là, une des dernières résas qu'on a fait ensemble, Samy, on avait reçu le guide voyageur par mail dans une pièce jointe. Clairement, la pièce jointe, tu la vois même pas. Enfin, mais pourtant, je suis quelqu'un d'attentif. On va pas dire que je comprends pas ce qui se passe en location courte durée, mais on a trouvé le guide. Du coup, on a le code était dans le guide pour ouvrir la porte. Qu'est-ce qu'on a fait? Airbnb. J'appelle le numéro de téléphone de contact. Bonjour, comment je rentre chez vous? Alors que un SMS avec le code et le lien du guide voyageur, c'est plié. Tu le reçois 2 heures avant le check-in. C'est clair. Ça, c'est super bien, ça. Non, c'est cool que tu utilises ça. C'est moi qui ai mis ça en place chez Smoobu. Ah ouais, c'est vrai, je savais même pas. Donc c'est cool que t'aies vu ça. Et c'était d'ailleurs grâce à un client français qui avait trouvé l'astuce et qui m'avait demandé de faire un bug fixing là-dessus. Et donc j'avais été dire ok au dev, allez fais-moi ça et tout, ça va être cool. Et du coup après on avait fait un article parce qu'on a dit putain c'est quand même pas mal ça, pardon j'ai dit un gros, mais c'est quand même pas mal ça trouvaille de SMS etc. Et c'était super simple à mettre en place et c'est vrai que voilà ça change la vie d'avoir le guide du voyageur déjà, de le faire, c'est-à-dire ne passez pas à côté. Nous on a des clients, vous rentrez sur le compte Smoobu, ils ont des mails, ils sont comme ça. Non, personne te dit. Enfin, faut ouvrir un blog, quoi. Faut ouvrir un blog, aller chez le psy, mais ça, personne va lire des messages comme ça. Faites un récap. Faites un récap dans le guide du voyageur. C'est très bien. C'est parfait. C'est le format. Et si vous l'envoyez par SMS, voilà, vous arrivez à un degré. En fait, pourquoi vous automatisez? Parce que vous voulez pas que le client vous contacte derrière. C'est-à-dire que le client vous l'aimez bien, mais, voilà, on lui envoie toutes les informations au bon moment, dans le bon format, pour qu'ensuite il n'y ait pas de questions. C'est-à-dire que le client, il a pas à vous demander, parce que le client, ça l'embête de vous contacter. Il a pas envie de vous contacter. C'est-à-dire, on n'est plus dans les années 70 où on est là, ah oui, alors ça va. Non, les gens, ils veulent rentrer dans l'appartement, ils sont fatigués, ils ont besoin des clés digitales, etc. Ouais. Et donc, d'avoir tout ce processus bien pensé pour que le client n'ait pas à vous contacter, ça vous assure le 5 étoiles derrière sur Airbnb, etc. Et donc le SMS, le guide par SMS, pour moi, c'est voilà, on est sur un mets de fin gourmand. Bravo. Non, mais en plus, comme tu le dis, le 5 étoiles, ça y joue énormément. Moi, à chaque fois dans les commentaires, c'est explication, communication au top, explication, guide d'accueil, super. Tout le temps, dans mes commentaires, les gens pourront les voir s'ils veulent. Hein, mes annonces sont pas très compliquées à trouver. La communication, et pourtant, c'est automatisé, mais il le relève. L'analyse qu'on avait fait, c'est
automatiser 80% des demandes, 80% des demandes qui sont récurrentes pour pouvoir se focaliser sur les 20% qui sont un peu plus complexes, quelqu'un qui s'est vraiment perdu, enfin vraiment que tu puisses faire du customer care, de faire du support client, du vrai, pour vraiment les accompagner dans leur expérience. Et parce que c'est clairement, quand vous êtes disponible pour répondre au téléphone, pour donner un numéro de boîte à clé, ça n'a aucune valeur ajoutée. C'est même limite un frein parce que, comme tu dis, il faut appeler, il faut gérer. C'est de la friction. C'est de la friction. Voilà. Donc il faut que, par contre, la personne, je sais pas moi, il y a une panne de courant. Vous savez pas, ça s'est passé dans la journée, le voyageur arrive, il y a des trucs qui se sont déréglés dans votre logement. Là, il faut être disponible. Par contre, si vous avez dû tout gérer les messages sans les automatiser, ben en fait, quand vous allez avoir cette demande, ça va vous saouler. Donc, il vaut mieux avoir automatisé au max, sans déshumaniser. Aujourd'hui, en plus, j'imagine que tu as des codes pour le prénom ou pour le nom, pour la date, pour des choses comme ça. Et donc, du coup, ça reste quand même très très intéressant de pouvoir automatiser ça. Et j'imagine que si tu devais automatiser les textos, par exemple, Samy, sans avoir de channel, t'es obligé de passer par une automation à l'extérieur. Ah non, même pas, parce que si tu veux, moi le guide, le guide dans Smobu, en fait, c'est un lien, comme un lien unique, hein, un lien qui est généré par client avec son nom à chaque fois. Et du coup, il faudrait que j'aille récupérer ce lien-là. Enfin bref, ce serait ce serait compliqué. Ce serait compliqué. Et si t'as des smart locks, etc., des serveurs connectés, ça voudrait dire qu'il faut aussi que tu trouves un moyen d'envoyer à ton fournisseur de SMS de faire la passerelle entre ta serrure et enfin. Ce serait là, c'est un job quoi. C'est un job. Non, c'est un job. Pour celui qui nous écouterait, qui aurait un logement, il est présent sur Airbnb. Voilà, on va aller vraiment dans le cas extrême. Il a qu'un logement et il se dit c'est super là les gars ils m'ont donné un super tips, envoyer du SMS. Aujourd'hui techniquement on fait quoi, même sans personnalisation du SMS, juste télécharger le guide. Alors je sais plus si avant on pouvait avec un lien iCal récupérer les informations du téléphone, etc. Mais je sais plus si aujourd'hui c'est. Ça va dépendre des partenaires. Ça va dépendre des canaux. Ça dépend du canal, ouais. Ok, parce que voilà, en fonction du coût du partenaire, tu peux récupérer du coup dans le iCal le téléphone et puis mettre en place, je sais pas, une automatisation avec Zapier ou je ne sais quoi. Par exemple. Ou Make pour pouvoir faire une automatisation et envoyer ça. Mais bon, après, il faut être un peu geek, quoi. Peut-être avec N8N pour utiliser l'IA et derrière que l'IA arrive à lire le lien iCal et vous prenez un développeur à 30 000 balles et vous avez ça. Voilà, il faut être geek bon, en fait, on voit quand même la complexité du truc. Non, parce que qu'on soit très clair, hein, Nicolas, nous on a beaucoup de personnes qui pensent pouvoir faire aussi par eux-mêmes. Et des fois, on monte des usines à gaz. Mais alors, faut imaginer. Ouais, c'est cool. Après, moi, j'aime bien ces clients-là. Et nous, on a une API ouverte. Alors, si vous aimez bien faire du code, si vous aimez bien mettre les mains dans le cambouis, etc., venez, on va s'amuser. Moi, je faisais du support avant, je leur répondais à leur requête API, etc., en mode, ah oui, mais regarde, t'as pas mis une virgule. Ah, mais regarde, ton JSON, il est pourri, ou regarde, t'as oublié ta clé API, etc., etc. Moi, j'adore ça. Je vous encourage à le faire. Quand moi j'ai commencé à jouer avec l'Open API de Smooth, j'ai commencé à envoyer des réservations à tous mes collègues. Et je me rappelle d'une ancienne collègue et pourquoi t'as mis des réservations dans mon calendrier Smooth? Parce qu'on a tous des comptes admin évidemment. Ouais. Elle a pas pris la plaque ça lui a pas pris. Mais en tout cas, moi j'adore ça, la bidouille. Donc si vous êtes bidouilleur et que vous voulez avoir accès à une API qui vous permet de contrôler votre compte Smooth, venez chez nous. Je crois que là, pour le coup, il n'y a pas grand monde qui offre encore à l'heure actuelle une API ouverte. Okay, c'est-à-dire que si vous êtes client chez Smooth, vous pouvez générer une clé API qui a accès à peu près tout. Donc, vous pouvez récupérer les messages, envoyer des messages depuis cette API. Vous pouvez récupérer les réservations, évidemment. Vous pouvez poster des réservations. C'est-à-dire, si vous voulez vous-même coder un moteur de réservation, let's go, on y va. Donc, il y a vraiment plein de trucs à faire. Nous, on est vraiment pro bidouille. Par contre, faire tout ça sans channel manager, ça va te coûter cher en token chez Claude ou chez OpenAPI, quoi. Donc, c'est clair. Bonne chance. Nous, ça fait partie, tu vois, quand on a des clients, notamment, tu vois, qui arrivent et qui nous demandent des sites de réservation en direct et qui n'ont pas de channel. C'est vrai que,
On a une solution pour le faire sans Channel Manager qui marche très bien. Hein. Aujourd'hui, on a développé quelque chose qui marche très bien avec des liens ICAL, de l'automatisation à travers le site. Ça marche très bien. Maintenant, c'est vrai que on a aussi, est-ce que tu as réfléchi à cette solution-là? Parce que au-delà de l'automatisation des mails, au-delà de l'automatisation des prix et des, enfin, tu vois, on parlait juste d'automatisation des prix. Non, il y en a pas. En fait, tu vas aller checker en manuel tous tes prix. Et si tu as envie d'avoir de la, comment on appelle ça, d'être uniforme sur toutes tes plateformes avec un pilotage centralisé, et ben, aujourd'hui, ça peut être, faut que tu ailles sur chaque plateforme, donc même ton site de réserve. Tout à fait. Si tu veux faire de la gestion dynamique de prix, du revenu management, bah aujourd'hui, si t'as pas un truc qui centralise, je pense que ça doit être très, très compliqué d'aller changer à la main. Alors je sais qu'Airbnb a son propre outil de revenu management intégré. Alors faites pas ça. Ouais. S'il vous plaît, faites pas ça. Ça marche pas bien. Bah et puis le problème c'est que vous avez Airbnb, enfin vous êtes en compétition avec les mecs sur Airbnb, donc ils se feedent en fait, ils se nourrissent à chaque fois des mêmes données des gens qui sont sur la même plateforme. Donc pour moi ça tire un peu les prix vers le bas. Enfin en tout cas c'est mon analyse. Donc moi je le ferai pas. Et en fait j'irais même en fait plus loin, Maxime, c'est-à-dire que si tu utilises pas de channel manager, donc la situation c'est pas de channel manager, pas de prix dynamique, c'est-à-dire que tu fais toi à la main. Donc là typiquement tu te loupes une fois par saison, et il y a des mecs qui regardent, hein. Et je peux vous dire qu'il y a des mecs qui regardent. Je faisais partie, je suis un grand fan de foot. Moi, je peux vous dire que quand le calendrier de la Ligue des Champions tombait ou le calendrier de la Coupe de UEFA à l'époque tombait, avec les potes, on regardait. Et celui qui avait pas ajusté ses dates et qui en fait se retrouvait en demi-finale avec le PSG, moi, je peux vous dire que bien, merci, c'est pas cher. Juste avec une ou deux réservations par an, vous auriez pu vous payer un channel manager. C'est-à-dire que le manque à gagner, c'était déjà le channel manager. Donc déjà, bravo, 0-0, la balle au centre. Ouais. Deuxièmement, si on c'est bien vendu comme ça. Franchement, ce petit, bravo. Je l'avais pas trouvé. On permettra qu'on le reprenne pour nos sites de réservation aussi. Pas de souci. Mais parce que on le voit sur le foot. Mais alors par contre, je peux vous dire que quand vous avez des grosses conférences, du Taylor Swift qui passe dans le coin, etc. J'avais eu une conférence avec RDNA sur l'impact des Américains qui venaient en fait en Europe voir Taylor Swift parce que les prix étaient tellement chers aux États-Unis que ça coûtait moins cher de prendre un vol pour Paris et d'aller se loger à Paris et d'aller au concert de Taylor Swift à Paris. Parce qu'à Los Angeles, ça coûtait peut-être $20 000 l'entrée. Donc, tous les effets. Je peux vous dire, si vous avez manqué Taylor Swift parce que vous avez dormi, vous avez peut-être loué un truc à 80 balles que vous auriez pu le vendre à un Américain à 500 €. C'est sûr. Ça, un prix dynamique. Donc, si on part, vous devez faire ça sur toutes les plateformes, donc le degré d'erreur est beaucoup plus grand. Et si ensuite on part sur un deuxième cas, où vous êtes sur Smooboom, vous n'utilisez pas de prix dynamique, vous avez résolu la moitié de l'enquête, enfin de la moitié du problème, c'est-à-dire que au moins vous centralisez tout, donc vous faites un prix, ça part sur toutes vos plateformes. Cool, bien joué, on est arrivé à un petit niveau supérieur. Mais toujours ce problème de est-ce que vous êtes omniscient, est-ce que vous pouvez vraiment savoir quel est le meilleur prix? Moi, je vous dirais que non. Et là, souvent, on se rend compte que le prix dynamique, c'est en fait, c'est un truc qui se paye tout seul parce que soit ça va augmenter votre occupation assez fortement, soit ça va augmenter vos prix sur des dates en fait ponctuellement, sporadiquement, et en fait en quelques réservations, vous allez dire ah bah oui en fait c'est bon, l'outil c'est payé, l'outil de prix dynamique c'est payé, et donc en fait vous gagnez du temps, vous évitez de faire des erreurs, et ce genre de truc se paye en général tout seul. Smoobu, si pour une propriété ça vous coûte 1 € par jour à peu près, hein, c'est à 30-35 € je crois, peut-être un petit peu plus qu'1 € par jour, 1,10 € par jour on va dire pour être large. Et je peux vous dire que juste si vous n'avez pas de double réservation sur toute l'année, c'est bon, c'est payé. Si vous faites une réservation en ligne, en direct sans commission, c'est payé aussi. Et les prix dynamiques, c'est pareil, quoi. Donc faut voir un petit peu plus loin et on est là pour ça, quoi. Et j'irai plus loin sur la gestion des prix dynamiques. Tu vois, tu parles de passer à côté d'un événement. Moi, je vais même aller sur l'effet inverse parce que tu parlais d'RDNA. C'est éviter ce qui s'est passé avec les Jeux Olympiques aussi à Paris. C'est-à-dire, je vais surdimensionner un événement parce que j'y connais rien, alors que j'ai un partenaire qui lui a une vision globale des prix. Et c'est RDNA qui avait mis en avant. Je me rappelle, c'était sur le salon. Beaucoup de gens qui se sont fiés à des articles du Parisien, à des articles Libération, au lieu de se dire, voilà, je vais aller à la source des gens qui regardent le marché tout le temps et qui ont 10 000 points de data sur ma ville en particulier, sur un point donné, quoi.
Et Airbnb, je me rappelle, avant les JO, donc c'était les rendez-vous de la location saisonnière en 2024, Samy, qu'on avait fait. Ouais. Il tenait une conf et il disait, voilà, comment nous, on va prédire les JO de Paris en s'appuyant sur les datas des 24 heures du Mans. C'était, ils avaient fait ça. Ils avaient dit, mais les prix, ils augmentent, mais les gars, c'est un moment, et ben, ils préfèrent endormir dans la rue. Donc, ça sert à rien. Et puis, oubliez pas le phénomène de, les gars, les billets pour les JO, ils ont été achetés il y a 6 mois. Donc, les résas, elles ont déjà été prises, en fait. Les gens qui voyagent et qui ont du budget, en fait, ils ont déjà réservé. Donc, mettez pas vos prix, explosez pas vos prix, parce qu'en fait, ceux qui restent, c'est que de la dernière minute, et t'as payé 500 €, ils vont prendre un train et ils vont aller en province. Donc, en gros, Airbnb avait déjà anticipé le fait que parce qu'ils avaient noté déjà une surpondération des tarifs pour les JO, en disant c'est n'importe quoi, il faut pas s'appuyer sur juste le doigt mouillé. Donc ça, c'est aussi un truc que je recommanderais, tu vois, par rapport à la gestion dynamique. Et la deuxième chose que je recommanderais aussi par rapport à une gestion centralisée de prix, c'est qu'on n'applique pas les mêmes prix en fonction des plateformes parce que c'est pas les mêmes commissions. Quand on a un site de réservation en direct, on essaye aussi peut-être de fournir un avantage à ses voyageurs. Si on centralise pas, comment vous savez où en sont vos prix sur chaque plateforme? Et aujourd'hui, le voyageur est malin. Il va aller comparer. Il vous trouve sur Airbnb, il va aller regarder sur Booking. Ça va peut-être plus l'intéresser parce qu'il a le programme Genius ou on sait je ne sais quoi. Et puis s'il trouve votre site de résa en direct, et lui il va choisir la plateforme qui est la plus intéressante pour lui. Donc pensez bien quand même à avoir une certaine uniformité et si vous n'êtes pas uniforme, comment vous allez être recentré vers une plateforme qui vous intéresse peut-être plus. Oui, c'est clair. Je voudrais là je suis en train de regarder un peu le plan et en fait je me suis fait un petit comment on appelle ça, j'arrive pas à trouver le mot, un petit voilà un petit speech, un petit truc. En fait, je me suis dit, on a eu pas mal d'acteurs qui sont apparus en location courte durée en termes d'outils, le revenu management, les upsells, etc., les guides voyageurs. Et j'ai l'impression en fait que maintenant les channel managers essayent d'intégrer en interne tous ces outils. Je sais pas si tu peux. Alors c'est le contraire en fait. En fait, c'est le contraire, Samy. Donc très bonne. Ouais. C'est bien, t'as eu 0 sur 20 en fait. Mais c'est cool, c'est que t'as compris pourquoi t'as eu 0 sur 20, donc t'as juste à dire le contraire et ça marche. Donc c'est cool. Non, en fait, je pense que c'est le contraire. Je pense que c'est le contraire. À la base, le channel manager, nous, on voulait tout faire. Parce qu'on s'est dit, nous, on a le client, c'est bien, on va lui proposer de quoi il a besoin le client. En gros, on part toujours du client, que sont ses problèmes, et puis depuis ce point de départ, on déroule notre plan. Message automatique, guest guide, guide du voyageur, réservation en direct, online check-in. Alors en France, je sais que ça se fait pas beaucoup, mais sur des pays, il y a beaucoup de lois, etc. Donc c'est très très important. Et donc on a essayé de tout faire. Sauf que au bout d'un moment, soit t'as des fonds illimités, genre Twitter, Elon Musk, et donc tu peux te permettre en fait d'avoir 150 000 développeurs et tu fais tout bien. Enfin, en tout cas, t'essayes. Ou alors t'es quand même une boîte européenne qui grandit mais qui n'a pas non plus les fonds illimités. Et tu te rends compte que maintenir tout en interne, ces différents projets, c'est illusoire. Ouais. C'est-à-dire qu'on essaie de le faire, on les a toujours. Et donc en fait, t'as plein de boîtes qui viennent en fait dire c'est pas mal leur outil, mais par contre leur truc de online check-in, moi ça me plaît pas. Je trouve que c'est pas bien, donc je vais aller faire le mien. Et en fait, ensuite ces gens-là ils viennent nous contacter, ils nous disent voilà, nous on a fait ça, on pense qu'on a un bon complément parce qu'on pense que votre solution c'est pas terrible. On leur dit c'est pas faux et eh bien on s'associe et puis on essaie de faire de la pub ensemble, etc. Et donc en fait je pense qu'on a plutôt une fragmentation du marché où en fait les gens se rendent compte qu'un outil comme Smoobu c'est très bien, mais que par exemple eh bien eux ils voudraient bien mettre l'accent sur le online check-in, donc ils vont chez notre partenaire checkin.com. Okay. Et donc nous on arrive plutôt à un stade où la formule de all-in-one channel manager, donc le tout en un, va s'estomper petit à petit pour devenir un truc qui va être plutôt ok. Tu consommes ce produit-là dans l'intérieur de Smoobu, eh bien tu prends un add-on
que tu vas payer un extra par mois parce que tu veux prendre. Mais par contre, ce sera un outil top qualité, super standard, etc., etc. Si tu as un guide du voyageur, ce sera un truc vraiment pro, qui aura toutes les fonctionnalités, etc. Pas juste un truc où en fait on dit on a besoin du guide du voyageur, on va faire ça rapidos, c'est pas mal, ça marche bien. Et le guide du voyageur Smoobu marche très bien. Mais comment dire, si je regarde j'aime beaucoup les gars de chez aller plus loin. Exactement. Ceux qui veulent aller plus loin, qui ont besoin de plus de trucs à ce niveau-là. Donc voilà, je pense que c'est plutôt à l'envers, quoi, le problème. Alors, c'est comme pour nous WordPress entre guillemets. Ouais, mais tu vois, c'est exactement le rôle que je voulais faire. Et tu viens intégrer en fait des plugins, des ads en fait qui viennent te faire quelque chose en plus sur ton site, qui viennent apporter une fonctionnalité en plus sur ton site. Et eux sont vraiment spécialisés en plus dans cette fonctionnalité. Donc elle sera toujours à jour, toujours optimisée et elle va suivre toutes les évolutions en fait. En gros, c'est ça. Mais tu vois, Nicolas, c'était le parallèle que je voulais faire entre vous et notre agence. C'est que les channel managers proposent aussi des moteurs de réservation pour faire de la réserve en direct. Et nous, on a des clients qui disent non, mais c'est compris dedans. Alors nous, on leur dit mais le métier du channel manager, c'est de te proposer un outil qui va te permettre d'automatiser, gérer tes différents canaux, tes messages, tes prix. Par contre, leur métier, c'est pas de faire des sites internet. Donc, ils vont te proposer un petit service en plus parce que ça peut faire la différence avec un autre concurrent, une chose comme ça. C'est un discours auquel t'es sensible, mais c'est pas leur métier. Donc, du coup, ils vont pas avoir peut-être les équipes ou le partenaire. Ils vont pas y mettre ils ont pas autant de valeur ajoutée sur ce service-là qu'ils en ont. Donc tu es en train de me dire que tu nous trashes avec tes clients, quoi. C'est sympa, on est bien. Ouais, t'as vu ça? Non, t'es pas celui qu'on démonte le plus. Clairement. Non, mais vraiment, Maxime. Parce qu'on intègre. C'est ça. En fait, on intègre les moteurs de réservation parce qu'en fait, les moteurs de réservation, Smoobu ou d'autres, on les intègre. Non, mais alors, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est pas notre cœur de métier. On essaie de faire de notre mieux et comme tu dis, je pense qu'en fait pour le gros de la clientèle, ça suffit. Parce que nous, encore une fois, Smoobu, c'est du 1 à 4 propriétés. Ça va vraiment être 80% des utilisateurs, c'est ça. C'est vraiment du petit propriétaire. Et il est content. S'il arrive à passer 10% de son business en direct, il est... Ouais. Mais alors, il est refait parce qu'il dit c'est cool, Airbnb me prend moins, enfin j'ai moins de commissions à la fin de l'année, etc. Ils sont très contents et on a des relations très fructueuses avec les clients et tout marche bien. Mais pour le 20% qui veut aller au-delà, je suis d'accord avec toi, c'est pas notre métier. Et si on veut vraiment faire ce qui va être toute la partie analytique, ce qui va être toute la partie pourquoi t'as perdu, pourquoi cette session n'a pas converti, etc. machin, vous allez certainement être très limité sur Smoobu, alors que vous allez peut-être pouvoir proposer des outils qui, j'imagine, vont très très loin dans tout ce qui va être analyse, compréhension et ensuite pouvoir proposer des améliorations pour le checkout. Nous, on a une vision très marketing aussi de la LCD, c'est-à-dire que quand par exemple on va proposer un site de réserve en direct, nous ça va être c'est quoi ta cible, c'est quoi ton avatar, c'est quoi ton positionnement, donc comment on va réfléchir, comment on va t'aider pour que tu adaptes ton site pour qu'il soit bien, qu'il convertisse au maximum, et puis derrière comment on va faire pour qu'il soit référencé sur des recherches locales, et comment tu vas pouvoir après mettre en place des stratégies de développement pour que ton site en fait il continue à se référencer, à grossir, et que quand tu vas ajouter de nouveaux logements, tu bénéficies, les nouveaux logements soient directement propulsés dans ton mix de canaux. Contrairement à Airbnb ou Booking, quand tu vas ajouter ton logement, il a besoin de se référencer. Quand tu le mets sur ton site, en fait, le site étant déjà référencé, ton logement l'est aussi. Donc nous, on est vraiment sur cette stratégie-là d'acquisition de clients et comment on fait. Là où on trash un peu, c'est certains moteurs de réservation où le mec va te proposer juste le moteur le channel manager va te proposer le moteur de réservation avec le nom du channel manager / le nom de ton appart, et toi tu voudrais que tes clients ils viennent mettre leur carte bleue là-dedans. Ça c'est complètement impossible, c'est impensable aujourd'hui. Il y a que les gens qui ont des assurances de malades sur leur carte bleue qui rentrent leur comme ça, quoi, tu vois. Les mecs confiants, les mecs ont pas peur. Mais c'est un très bon point et je pense que c'est exactement ça.
il faut que chacun se recentre aussi sur son cœur de métier. Et ce qui plaît aux 80 ne va pas avoir fin. Parce que moi, je reviens toujours sur ces 80-20 parce que c'est vraiment, en général, ce qu'on voit dans nos statistiques. C'est-à-dire que le 80 va être satisfait voilà, d'avoir un channel de manager qui va s'occuper à peu près de tout. Ils vont peut-être avoir un add-on ou deux. Et puis, t'en as d'autres qui vont être dans la recherche vraiment constante de la performance, etc. Et là, comme tu dis, par exemple, si on est dans la réservation directe, je pense que vous en savez un rayon. Et nous, on va pas pouvoir vous permettre, soit on va pas avoir les outils, soit on va pas avoir la compétence pour vous guider et pouvoir vous aider à accomplir ce but. Et pour le coup, les réservations directes, c'est quand même très très important. Donc, faut vraiment pas négliger ça sur le long terme, quoi. Ouais. Exactement. Samy, tu voulais voir un autre point, peut-être? Ouais. Moi, c'était sur du coup, à ton avis, comme tu l'as dit, ta cible principale, c'est de 1 à 4 voyageurs. Donc, pas voyageurs, mais propriétés. Donc, pour toi, d'avoir une seule propriété, d'avoir un channel manager, c'est utile. Alors, oui. En fait, peu importe le nombre de propriétaires de channel manager, c'est toujours utile parce que tous les avantages qu'on vous a cités juste avant. Et en général, le propriétaire qui a une propriété, c'est pas son métier. Ou alors, il a une propriété qui a une renta. Alors, mec, ouvre une formation, tu seras millionnaire. Mais celui qui a une propriété, il est pas rentable. Et enfin, il en vit pas. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce monsieur, il travaille de 9h, ou cette madame, de 9h à 18h, il a son travail, il a des gosses, peut-être, il a une femme, il a des emmerdes comme tout le monde, maîtresse, j'espère pour lui en tout cas. Et non, je déconne. Mais comment dire, ça veut dire que ça veut dire qu'il en vit pas. Il a pas de temps à consacrer à ça. Peut-être 1 ou 2 heures par soir. C'est un sidekick, voilà, exactement. Donc, se lancer en side business sans avoir aucune aide et juste en disant j'ai juste Airbnb et puis voilà, j'ai juste un logement, j'ai juste Airbnb puis ça me suffit, etc. C'est une façon de voir les choses que je ne partage pas. Je préfère aller au fond des choses. Quand on fait les choses, on les fait bien et les faire bien, ça veut dire avoir un channel manager et se professionnaliser un minimum. Et moi, je pense que si ce monsieur, il a qu'un seul logement et que c'est pas son corps de métier, parce qu'il fait autre chose, il est peut-être agent immobilier à côté, il est peut-être relationné à l'industrie, mais ça veut dire que ce qu'il fait de mieux, là où il apporte le plus de valeur ajoutée, c'est dans ce métier qu'il a de 9h à 18h. C'est ce qui le marché le paye le plus pour faire ça, d'accord? Donc ça veut dire que c'est là où il est le plus productif. Donc concentre-toi là-dessus et tout le reste qui est ton side business, délègue-le, automatise-le au maximum pour créer plus de valeur dans ton métier et essaie d'avoir une promotion parce que ça te rapportera certainement beaucoup plus à la fin de l'année que d'avoir une réservation, etc. en plus ou tout ce que pourra t'apporter ton side business parce que tu l'as peut-être fait pour horizon 20 ans, etc. L'idée, peu importe le nombre de propriétés, l'automatisation, ça vous permet de vous recentrer là où vous êtes le meilleur. Si vous êtes un property manager, là où vous êtes le meilleur et là où vous apportez plus de valeur ajoutée, en général, c'est en chassant les clients, en ayant les meilleurs mandats sur les meilleurs biens parce que vous savez les flairer, etc. Si vous êtes un investisseur, là où vous apportez plus de valeur ajoutée, c'est qu'on fait des études de marché, que vous concluez des contrats, des ventes, des achats, des ventes, etc. C'est là où vous apportez la valeur ajoutée. Automatisé pour vous concentrer là-dessus. C'est vraiment ça l'idée en fait de l'automatisation. C'est pas juste dire je me mets dans la chaise longue et j'attends que ça passe. Après, si c'est ça votre but, c'est comme ça que vous apportez de la valeur ajoutée, je sais pas, vous êtes peut-être influenceur lifestyle, c'est comme ça, c'est cool, très bien. Mais l'idée, c'est vraiment où est-ce que vous apportez le plus de valeur ajoutée. C'est certainement dans un autre domaine que de répondre à des messages. Le code, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si c'est ça votre valeur ajoutée, vous êtes à 2 euros de l'heure sur Fiverr ou sur Indeed, quoi. Donc voilà. C'est mon message en tout cas pour cette question du un logement pour les channel managers ou pas, quoi. Mais je trouve que c'est moi je trouve que ton raisonnement il est très intéressant, je te rejoins totalement et j'irai plus loin même avec ce que tu disais précédemment, c'est en disant ça va permettre d'automatiser, mais derrière ça ouvre tellement de possibles qui sont devenus indispensables à la location courte durée. On parlait de professionnalisation. La professionnalisation, c'est la relation client. La professionnalisation, c'est l'optimisation de ses tarifs. Parce que soit on est trop cher et on passe à côté de vente, soit on l'est pas assez et on rentabilise pas. Et en fait, aujourd'hui, c'est possible de le faire manuellement.
on l'a montré là, à part quelques exceptions comme l'envoi des SMS, mais à quel prix? Est-ce que tu parlais de 30-35 euros par mois pour un logement? Est-ce que les je sais pas moi, les 10 heures de travail elles sont rentables? C'est voilà. Après, ça peut être un délire, hein, de se dire, moi j'ai envie de passer tous les soirs 2 heures sur ma LCD. Moi, j'arrive à comprendre les gens qui ont des passions, hein. Mais est-ce que ça peut pas être optimisé? C'est ça. Donc ça, c'était. C'est une belle conclusion. Moi, je dis, on arrive à notre heure d'épisode. Nicolas, voilà, la conclusion que tu as faite est vachement bien. Moi, je reste sur ma fin. Moi, je me dis, il faudra un deuxième épisode. Ah bah oui. Ouais, je reste sur ma fin. Il faudra qu'on se recale un épisode parce que. Ah bah oui, on va pouvoir mettre en place un deuxième épisode, ça c'est clair. On n'a pas tout vu dans en fait, on a pas mal de questions encore à poser, mais en fait, c'est que ça passe vite. Ça passe vite. Alors après, pour rien vous cacher, je pense qu'on pourra avoir Nicolas pour un deuxième épisode. Il faudra qu'on se calme dans les agendas, parce que on vous a parlé d'un bon plan au début d'épisode. Donc aujourd'hui, le bon plan qu'on a réussi à vous avoir, parce que il faut savoir aujourd'hui que Smobu va accompagner le triplex. Et donc on va faire partie de leur programme ambassadeur. Donc du coup, grâce à ce programme-là, on va clairement pouvoir vous proposer ces 10% de remise sur les différentes formules d'abonnement qui existent chez Smobu, que ce soit la formule mensuelle, annuelle. Donc regardez ce qui vous intéresse en termes de formules, mais en gros, on va vous partager en description et puis vous le renverra par mail, d'où l'importance d'être abonné à la newsletter. Il y a en description également. Au bon plan. Et on a la chance aussi que Smobu devienne un partenaire du podcast Le Triplex. On va avoir grâce à eux du contenu spécifique. On va pouvoir partager leur vision plus régulièrement. Peut-être qu'on interviendra chez eux aussi, un de ces quatre. Mais voilà, vous serez peut-être amené à entendre parler de Smobu, puisqu'ils ont décidé très gentiment nous accompagner et de participer au développement du podcast. Et dans ce cadre-là aussi, de vous poser ce bon plan des 10%, de 10% de remise. Donc, profitez-en, allez voir ce qu'ils proposent. Et on va vous mettre tous les liens en... Et il y a 14 jours d'essai également, si Nicolas, c'était bien ça? Tout à fait. Et c'est sans carte de crédit, donc si jamais vous oubliez, pas de souci. Testez-le. Enfin, vraiment, testez-le. Regardez. Pour ceux qui auraient la chance d'être sur l'espace privé du triplex, vous avez très certainement vu déjà passer Smobu, puisque toutes les démonstrations que fait Samy quand il partage ses chiffres de réservation en direct, quand vraiment abonnez-vous à cet espace privé pour avoir vraiment des études de cas très concrètes, puisqu'on prend en exemple les appartements de Samy. Ça, c'est 9 euros par mois, c'est sans engagement, testé pendant 1 mois, vous avez accès, là je crois qu'on est à la 35e vidéo, matez-les-vous toutes pendant 1 mois, une vidéo par soir, arrêtez-vous, si ça vous intéresse pas, vous désabonnez. Vous avez testé un truc, et là donc Nicolas, vous allez avec Samy faire une démo et rentrer dans le détail du logiciel, de la solution. Ouais. Mais vous avez certainement vu passer, même au travers de nos mails, certainement toutes les indications que Samy peut tirer de son channel. Donc c'est vraiment un outil, Samy, auquel tu fais confiance depuis. Ah bah carrément. Bah oui, moi depuis des années, je suis chez Smobu et je suis très content. Et c'est la vérité, hein. J'ai été checké, c'est la vérité. Il a d'ailleurs un numéro d'utilisateur qui est plus ancien que le mien. Et ça n'arrive pas souvent quand je rentre dans un compte Smobu qui a un utilisateur qui est plus vieux que le mien. Donc c'est vrai. Et ça marche plutôt pas mal ton activité, Samy. Donc félicitations à toi. Bah j'ai vu ça. Ça paye les factures. Il y aura des conseils investissement après, donc ça sera pour l'épisode. Donc bon. Donc non, voilà. On aura certainement, on se reprogrammera ça, Nicolas, un autre épisode à la rentrée pour finir le plan qu'on s'était dit, parce qu'on est contraint par le temps aujourd'hui de terminer cet épisode. Est-ce que Samy, tu veux rajouter un dernier mot avant que je conclue l'épisode? Ben non, mais là on va filmer du coup, hein, comme on l'a dit, on va aller sur l'espace privé. Si vous voulez nous rejoindre dans l'espace privé, n'hésitez pas, on va aller regarder plus en détail l'outil, voilà, et voir tout ce qu'on peut faire à l'intérieur.
Oh, c'est très cool. En tout cas, Nicolas, merci pour Merci ton beaucoup à partage de points de vue. C'est un épisode que j'ai trouvé très frais parce que tu nous as partagé pas mal d'infos. Je trouvais très très intéressant. J'ai encore plein de questions. On va tâcher pas de les poser en off parce qu'on voudrait les avoir dans un épisode, parce que pour être totalement transparent, avant de lancer l'enregistrement, on a commencé à discuter ensemble et on s'est dit non mais c'est trop, il faut qu'on arrête de parler, maintenant on enregistre. C'est très cool de t'avoir et j'espère que allez tester le Smobu. J'espère que ça vous plaira parce que nous, on fait partie de ceux qui croient que c'est une très bonne solution pour automatiser votre location courte durée. Donc, je vous rappelle, moins 10% de remise. Vous utilisez le lien qu'on vous mettra en description. On vous le repartage par mail à travers la newsletter. Je vous remercie. À bientôt, du coup. Merci à vous. Très bientôt. À la semaine prochaine, en fait. À la semaine prochaine. Ciao. Bye bye.